Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi et on va tout de suite débuter avec l'unique thème de ce soir, le rôle de l'administration en démocratie au Cameroun entre défis et transparence. Il va sans dire que l'affaire PCR-Nminat inspire plus d'un. On va s'interroger au-delà de cette affaire pour savoir et qui s'est peut-être refait l'historique même des relations dans le plan de la démocratie, sur le plan électoral, des relations entre l'administration qui est en gouvernance et évidemment les partis politiques. 4 invités de prévus. Pour l'instant, ils sont 3 déjà dans ce studio. Je dis tout de suite bonsoir à Mathurin Biol du SDF. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir mes panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir convié à cette émission de ce soir. Albert Rebonga du PCRN, bonsoir, vous n'êtes pas suspendu, vous? Ben non, je ne suis pas, je ne serai pas suspendu. Juste vous titiller un peu. Non, j'accepte la blague. Bonsoir Dipita, bonsoir mes co-panélistes. Plaisir renouvelé pour moi d'être sur le prestigieux plateau de Cartes sur table. Oussingama Mbappé, bonsoir. Bonsoir, Tété Dipita. Bonsoir aux téléspectateurs de STV et bonsoir à tous les Camerounais qui aspirent à une bonne gouvernance. Vous êtes de l'UPC, j'ai failli dire UPC Henriette Ekoué. UPC Henriette Ekoué, non, je suis UPC. Nous avons des petits problèmes au sein de l'UPC, mais l'UPC reste unique. N'en déplaise à ceux qui veulent absolument nous voir diviser. Et d'ailleurs, ce mois d'avril est un mois mémorable pour votre parti. Vous avez une célébration importante dans les jours à venir. Oui, la naissance de l'UPC. D'accord. Et nous profitons de cette année pour essayer, le 6 avril, de rassembler le maximum de nos militants et sympathisants afin de redonner au Cameroun et aux Camerounais l'UPC qu'ils attendent. C'est le centenaire, hein? C'est le centenaire. De l'UPC, 100 ans. Donc, vous avez dit c'est le 6 avril, on va certainement se le rappeler pour nos prochaines éditions pour faire un focus sur l'UPC qui, pour certains, n'inspire plus d'un thème d'hommes politiques au Cameroun. Beaucoup se réclament de l'UPCisme dans leur inspiration politique. C'est vrai, nous sommes beaucoup plus UPCistes. Mais beaucoup d'UPCistes pensent que l'UPC se doit de vivre et de faire vivre le Cameroun. D'accord. Nous sommes en attente de André Lutter-Meka qui a été annoncé. Il nous a promis qu'il sera là d'un moment à l'autre. On espère vraiment qu'il nous rejoindra sur ce plateau. Transition et puis derrière, on vient donc interroger ou alors débattre autour de la seule et unique thématique de ce soir. Juste derrière. D'abord, peut-être on va essayer de faire, d'aller chercher un peu loin, Mathurin, pour essayer de faire une forme de, peut-être pas une historique, mais se remémorer un peu le rôle, l'implication, le cheminement de l'administration publique dans l'organisation, dans la structuration de notre démocratie, et qui sait peut-être qui parle démocratie, dit, le voilà, ce bout d'homme, M. André Lutter-Meka. Attention, vous allez passer, voilà, suivez les indications du réalisateur. Vous allez passer derrière, les retardateurs, c'est un peu ça leur punition. D'accord, dans tous les cas, vous êtes dans nos locaux déjà. Mathurin Biol. Oui. Oui, en fait, c'était un peu de se remémorer. André Lutter me fait perdre quelques mots de mon latin, mon français. La place de l'administration dans l'environnement démocratique au Cameroun. Donc, ici, on parle de la place de l'administration dans l'environnement démocratique. Je ne sais pas si on devrait commencer à partir de 1900, le retour du multipartisme, ou bien on devait commencer déjà à l'époque de nos prédécesseurs, Oumniobé et les autres, parce qu'à ce moment-là, le Cameroun a connu une expérience démocratique. Donc, ce qui est toujours est-il que l'histoire même de l'administration dans les pays, dans nos contrées, date de très longtemps. Si on parle même depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui,
on a connu toujours les administrations qui étaient au service soit des puissants, soit qui régentaient les communautés, les villages, suivant les autorités qui étaient en place. Par la suite, lorsqu'on est arrivé à l'époque coloniale, n'est-ce pas, c'était l'administration coloniale qui se servait de l'administration pour ses intérêts personnels, pour asservir le peuple. C'est en ce moment-là que, bon, et après la période, donc disons qu'à ce moment-là, il y a certains partis politiques qui sont nés, notamment l'UPC, comme on le disait déjà, le 10 avril, ça il faut le préciser, pas le 6 avril, mais le 10 avril 1948. Donc, par la suite, on a vu que l'administration se servait toujours de ses agents pour intimider, pour contrôler. Et Omiobé, qui lui-même était un agent, un fonctionnaire, un agent de la fonction publique, a dû, au moment où il entrait dans le maquis, et je pense que c'était parce que l'administration était en train de se servir d'une plainte contre lui pour pouvoir l'emprisonner et pour pouvoir gérer la montée de l'UPC à cette époque-là. Donc, et par la suite, lorsque le colon, n'est-ce pas, le colon s'en va, ce sont ceux qui remplacent les colons, n'est-ce pas, qui décident d'utiliser l'administration pour leurs fins personnelles. Donc, ils deviennent le colon, les patrons, donc ils prennent la place du colonisateur et mettent donc l'administration à leur service pour servir les intérêts. Ils unissent les partis quand ça leur convient, comme en 1966, M. Amadou a uni de force, n'est-ce pas, tous les partis politiques qui existent à son époque, et il maintient l'UPC toujours dans la clandestinité. Donc, et ce n'est qu'en 1990, n'est-ce pas, à la faveur du vent de l'Est et de toutes les revendications que nous avons connues en Afrique et dans le monde, n'est-ce pas, que le retour au multipartisme et à la démocratie, n'est-ce pas, est imposé au régime qui dirige le pays à cette époque, le RDPC, et que maintenant l'administration est toujours utilisée, n'est-ce pas, pour mater, pour contrôler, pour régenter le pays. À l'époque, le ministre qui était en charge de l'administration, n'est-ce pas, était aussi, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, un faiseur de roi, faisait la pluie et le beau temps, n'est-ce pas. Il pouvait dissoudre les associations qui ne fonctionnaient pas suivant ces désidératas. On connaît beaucoup d'associations civiles qui ont été dissoutes dans les années 90, Cap Liberté de Djekamtchamini, et beaucoup d'autres organisations, n'est-ce pas, ont été dissoutes parce qu'elles ne servaient pas ou elles ne travaillaient pas selon les désidératas de l'administration de cette époque-là. Donc il y a eu toujours ce rapport-là qui a existé entre l'administration qui n'était pas au service, n'est-ce pas, du bien public, qui n'était pas au service de la communauté, mais qui était soit au service d'un parti politique, soit au service d'un homme, et ce qui fait donc qu'elle défendait plutôt les intérêts, non pas de l'ensemble des Camerounais, ou bien les intérêts de la société, mais des intérêts privés. Et jusqu'ici, c'est ce que nous avons toujours observé jusqu'aux derniers épisodes que nous vivons actuellement. Avec le PCN, vous voulez dire? Tout à fait. André Lutemeka, bonsoir. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Cap. Légèrement en retard, il faut le dire. Je m'excuse auprès des téléspectateurs pour ce léger retard. Alors, avant peut-être le temps pour vous de souffler un peu, Albert Ebonguer, sur justement cette administration, son rôle en démocratie, à l'observation, avec l'évolution de notre environnement démocratique, on sait qu'au départ, l'administration était très impliquée dans l'organisation des élections, le MINAT notamment. Ensuite, il y a eu, je crois, ONEL 1, ONEL 2. Nous sommes passés aux diverses formules. ONEL, l'Observatoire national des élections. Nous sommes passés à plus d'une formule de ELECAM, qui en est à son troisième président, je crois. Et désormais, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que l'administration a quand même reculé, ou alors devient un peu comme
un acteur transparent dans le mécanisme démocratique dans notre pays? Bon, reculer, je ne vois pas beaucoup, si on veut rester dans le simple contexte des élections, parce que les réflexes continuent de rester les mêmes, c'est-à-dire une sorte de centralisation de toutes les actions, de toutes les initiatives autour de l'administration finalement, parce que c'est l'exécutif qui régente tout. C'est elle qui met en place ELECAM, qui désigne toutes les personnes qui président à cet organe. C'est lui qui détient la force publique, qui la mobilise en temps d'élection comme elle veut et quand elle veut. Que cette administration-là ait un candidat qui soit lui-même déjà en fonction, ça n'enlève rien, il continue de garder ses pouvoirs d'administration et de force sur éventuellement ses adversaires. Toujours dans le cadre du système électoral, c'est l'exécutif qui est lui-même, qui choisit lui-même celui qui déclare les résultats, qui proclame les résultats. Il désigne celui qui préside au contentieux en cas de conflit entre lui-même et ses adversaires dans le cadre de l'élection. Donc je ne perçois pas véritablement un recul de la part de l'administration dans le sens de rendre transparent et fair-play le jeu électoral. Les mêmes réflexes que Mathurin a d'ailleurs très bien relevé ici sont perceptibles au niveau des élections, mais même au niveau de la gestion courante de la vie politique. Vous savez, les partis politiques continuent de broyer du noir lorsqu'il faut tenir une réunion publique, lorsqu'il faut tenir un congrès, lorsqu'il faut même faire des alliances pour pouvoir discuter et mettre en place ce qu'on appelle des solutions consensuelles. Cette idée du consensus reste très absente de notre système politique et administratif parce qu'il faut se le dire, nous continuons à rester dans la dynamique coloniale. Il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que le régime actuel est sur le prolongement de ceux qui ont collaboré avec le colon lorsque les nationalistes, UPCistes et les autres forces politiques se battaient pour que le Cameroun accède à l'indépendance. Donc, le président Amadou Ahidjo ayant pris le pouvoir, il l'a transmis au président Paul Biya. Vous êtes journaliste, monsieur Dipita, je ne sais pas si cette nation a eu un temps fort pour pouvoir lui-même marquer une rupture avec ses habitudes, mais coloniales, pour pouvoir se démarquer et nous-mêmes choisir notre trajectoire politique, économique et sociale. Je n'en ai pas vu et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui avec le PCRN et avant le PCRN, avec les autres partis politiques, ce n'est que le reflet de cette dynamique qui n'a jamais été rompue et qui continue d'avoir sur le champ politique des reflets constants des personnes qui oublient leur rôle, qui est de servir la nation au lieu de servir un homme. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire par rapport à l'évolution de notre système administrativo-politique dans notre pays. Moussinga, sur la même question. Je ne serai pas loin de mon copain Nélis Sebonge. Le Cameroun a une maladie infantile d'administration. C'est la confiscation des décisions liées au public par ceux qui pensent qu'ils devraient absolument et éternellement gouverner le Cameroun. Donc, lorsque qu'on l'a dit, il suffit de regarder depuis les années 60 jusqu'aux années 90, nous avons eu le même schéma de gestion qui s'est malheureusement projeté jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis les années 90, j'occulte un peu 60 et le reste, depuis les années 90, nous avons eu l'impression qu'il y avait un nouveau vent au Cameroun démocratique et que l'administration allait plus ou moins jouer un rôle d'arbitre, malheureusement.
cette administration, de plus en plus, est inféodée par le parti au pouvoir, par le parti du président de la République. C'est parti d'André Luther. Cette administration est inféodée à telle enseigne que certains cadres de l'administration et certains hauts fonctionnaires sont obligés de prendre la carte de ce parti s'ils veulent avoir des promotions. Ça dit tout. Parce qu'en fait, ils savent très bien que leur promotion au sein de l'administration est liée à la survie d'un parti. À ce moment, on se rend donc compte qu'ils sont juges et partis en ce qui concerne les élections. Ils doivent satisfaire leur mentor, ils doivent satisfaire leur hiérarchie et ils doivent tout faire pour empêcher aux autres partis d'exister et de se manifester, s'exprimer. Nous le vivons avec les cas qui ont été cités tout à l'heure et nous l'avons vécu depuis les années 55-57 avec l'UPC qui a été pourchassé jusqu'en 70 où le dernier chef historique de l'UPC a été assassiné. Nous l'avons toujours vécu et nous continuons à le vivre. Aujourd'hui, c'est un peu soft, si je peux dire ça comme ça. Ils utilisent une impression de liberté et de liberté d'expression, mais tout est est-ce que je dirais empêché? Est-ce que je dirais encadré? Est-ce que je dirais encadré? Tout est contrôlé, très contrôlé. Et ça fait en sorte que les partis qui veulent s'exprimer et qui n'ont pas le même langage que le parti au pouvoir ou qui n'ont pas la même vision que le parti au pouvoir sont combattus. Tous, sans exception. André Luther, bonsoir encore. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement suivi cette description. Vous, dans l'environnement démocratique, quelle est la place que vous vous accordez, ou du moins selon vos observations, que vous reconnaissez à l'administration dans son ensemble? Je dirais que je suis très intéressé par les propos des uns et des autres et qui naturellement ne comprennent pas le rôle de l'administration. Je voudrais dire que le bras séculé de l'État, c'est l'administration. Et l'administration, comme vous le savez, travaille pour la satisfaction des citoyens et pour l'intérêt général. Alors, lorsque j'ai eu votre thème, j'ai voulu me poser une question. Parce que je vois qu'il y a une contestation de l'État de façon générale et son administration. Il y a une sorte de contestation des gens qui pensent qu'il y a l'interventionnisme et même le managérialisme, c'est-à-dire que l'État intervient partout. Alors, moi, je me suis posé une question simple. Est-ce que l'État doit faire, ou faire faire, ou ne rien faire? En d'autres termes, est-ce que l'État doit laisser faire? Et c'est ça la question. Alors, je pose aussi une question banale. Est-ce que l'État doit disparaître? Parce que j'ai l'impression que dans les développements des uns et des autres, l'État doit disparaître. Je voudrais dire que l'État ne peut pas disparaître. Ce n'est pas la vocation de l'État de disparaître. La vocation de l'État, c'est effectivement d'organiser la société, de protéger l'intérêt général et, n'est-ce pas, d'assurer l'ordre public. En ce qui concerne l'intérêt général, je voudrais dire que l'État a pour rôle, notamment, comme vous le savez, de pouvoir faire en sorte que l'intérêt général soit pour tous les Camerounais. Et lorsque nous embrayons dans la démocratie, je voudrais dire que c'est l'État, notamment, qui organise notamment la société. Et en organisant la société, vous avez vu l'évolution avec, n'est-ce pas, la maestria du chef de l'État qui a concédé la démocratie aux Camerounais et qui notamment a mis les instances de démocratie en place, qui sont, que vous connaissez très bien, et qui a permis à ce qu'il y ait une libre compétitivité, n'est-ce pas, de la démocratie au Cameroun. Notamment, vous savez très bien qu'il y a la démocratie, il y a le multipartisme, près de 300 partis. Il y a beaucoup de partis qui concourent au suffrage universel, qui compétissent. Il y a des partis qui sont subventionnés. C'est-à-dire quoi? Il faut que les Camerounais comprennent. C'est-à-dire que des gens partent compétir contre le président pour bien et on leur donne de l'argent, on les finance.
Et il faudrait aussi que les Camerounais le sachent. Chaque élu est payé par tête à la fin de chaque année. C'est-à-dire qu'il y a une somme qu'on reverse aux partis politiques chaque année par rapport, n'est-ce pas, aux élus. C'est pour voir, n'est-ce pas, le cadre dans lequel, l'épanouissement dans lequel les partis politiques évoluent. Quelqu'un parlait encore là de la libre expression qui est tout à fait inouïe au Cameroun. Mais le véritable problème que nous avons avec les hommes politiques, c'est qu'ils pensent. Ils imaginent qu'il y a une immunité politique, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un parti politique, on peut faire une réunion publique, on peut faire des marches, on peut aller voir des terroristes en prison, on peut aller n'importe où, sans que l'État, n'est-ce pas, ne puisse agir, puisque dans leur conscience, ce que l'État doit disparaître, l'État ne doit pas agir. Je voudrais dire à tous les Camerounais qui nous regardent que nous ne pouvons pas fonctionner dans un état de non-droit, ou alors dans un état qui n'existe pas, ou l'état qui disparaît. L'État ne peut pas disparaître. Et je voudrais dire que pour qu'il y ait nettement, pour qu'il y ait des activités, il faut que ces activités soient encadrées par l'État. Il faut que ces activités soient encadrées par l'administration qui s'en occupe, qui est chargée, n'est-ce pas, de cela. Et en cela, je voudrais dire, en ce qui concerne le volet politique, l'État a eu beaucoup de travail. L'État a permis l'avancement. D'abord, en ce qui concerne la légalisation des partis politiques, vous voyez qu'il y a la légalisation des partis politiques chaque année. En ce qui concerne la compétition des partis politiques, vous allez constater qu'en ce qui concerne les élections municipales, les élections législatives, les régionales, les partis politiques s'expriment, compétissent librement. Et à ce qui concerne le financement des partis politiques, les partis politiques sont financés. Alors, d'aucuns estiment que l'organisation des élections a été organisée par l'État, et l'État était à la fois juge et parti. Mais c'est la même opposition qui clame haut et fort qu'ils ont gagné, n'est-ce pas, les municipales et législatives de 1992. Je ne sais pas si c'était l'administration étrangère qui organisait les élections ou c'était l'État. Alors, c'est cet honneur-là qui a permis qu'il y ait un certain nombre de députés. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, une instance indépendante. Je dis indépendante pourquoi? Parce que cette instance regroupe la plupart, n'est-ce pas, des personnes de la société civile. Et beaucoup de gens ne le savent pas que le professeur Titi Well, qui est représente la société civile. Et j'ai toujours tendance à toujours le répéter qu'à la mise sur pied de l'ECAM, il y a eu des concertations où on aurait bien voulu que le feu cardinal Tumi soit de la partie. On avait consulté Madame Henriette Eko, on avait consulté M. Wonangin à l'époque qui était très actif dans la société civile pour dire que quand on parle de consensus, il faudrait que les gens sachent qu'il y a un consensus et que l'État effectivement essaie d'encadrer et, n'est-ce pas, d'encourager la démocratie. Pour moi, et je voudrais conclure là-dessus, pour moi, l'État fait beaucoup pour l'évolution de la démocratie avec l'administration. Mathurin, André Luther pense qu'il peut y avoir de démocratie sans encadrement de l'administration. J'ai résumé votre propos. Il ne peut pas avoir... Il ne peut y avoir démocratie sans encadrement de l'administration. De l'État, notamment l'administration qui est son bras séculier. Et je pense qu'il a, sur ce point, il a totalement raison, n'est-ce pas? Parce que c'est son développement tout simplement maintenant qui nous présente un État qui n'est pas l'État dans lequel nous... Un État dirigiste. Oui, dans lequel nous fonctionnons. Parce que l'État qui doit encadrer la société afin que l'ordre règne, afin que les citoyens soient en sécurité, afin qu'ils vaquent librement à leurs occupations, afin que pour ceux qui ont des activités politiques, qu'ils les exercent librement. Ce n'est pas l'État que nous avons, auquel nous faisons face ici, ou l'administration avec laquelle nous fonctionnons ici au Cameroun. C'est toute une administration qui nous présente un tout autre visage. C'est une administration qui met plutôt des citoyens dans des situations difficiles, n'est-ce pas, qui ne sont pas en sécurité. C'est une administration qui, n'est-ce pas, confond l'ordre et le désordre. Parce que si vous décidez d'exprimer votre point de vue et que
au moment où vous voulez parler et qu'on vous envoie namada de policiers, de militaires et de chars, n'est-ce pas, alors que vous ne voulez que parler sur un micro, ça veut dire que ce n'est pas le maintien de l'ordre, c'est tout simplement avoir l'intention de créer, de mettre le chaos à la place de l'ordre. Donc voilà, il y a une réalité qui n'est pas celle qu'il décrit. Les principes qu'il peut décrire sont les principes qui sont normaux, mais maintenant la réalité, elle est tout autre. On souhaiterait par exemple que lorsque un parti politique, n'est-ce pas, existe et qu'il est déjà légalisé, n'est-ce pas, son fonctionnement ne doit pas forcément entraîner l'implication de l'administration pour venir choisir qui est le leader ou qui n'est pas le leader. C'est la même chose pour une entreprise. Lorsqu'une entreprise, elle a son conseil d'administration, son fonctionnement est interne, c'est elle qui choisit les administrateurs, c'est elle qui choisit les présidents, les dirigeants. Et s'il y a un litige au sein de cette entreprise ou bien de cette association, n'est-ce pas, il y a des tribunaux qui sont là chargés pour rendre justice quand ces tribunaux sont vraiment libres. Parce que si ces tribunaux ne sont pas libres, comme c'est le cas actuellement dans le contexte dans lequel nous sommes, la justice ou alors les verdicts qui seront prononcés seront des verdicts orientés. Et parfois, la justice n'est pas dite à temps dans le simple but de priver, n'est-ce pas, le citoyen de ses droits. Si on doit prononcer une décision de justice dans un cas qui concerne peut-être une association, hein, que cette décision de justice va impacter peut-être la participation de cette association à un scrutin et que la décision de justice est prononcée 2 années après, vous comprenez que ça pose problème. Vous faites allusion par exemple au cas de Kawala, du CPP. Voilà, au cas de Kawala, n'est-ce pas, où on lui a dit qu'elle n'était pas présidente de son parti politique, on a sorti du chapeau un militant qui n'était peut-être même plus dans le parti politique, bien qu'il militant fondateur. Et bien qu'ayant participé à la création de ce parti politique. Vous comprenez que la justice est venue résoudre le problème, alors que les dégâts avaient déjà été causés et que ce parti politique n'avait pas pu concourir à l'élection présidentielle qui suivait. Donc, vous voyez, c'est une justice, c'est une administration, parce que parlons de façon globale, c'est une administration qui est aux ordres. Parce que le principe même de l'administration, c'est quoi? C'est l'égalité, l'équité, la transparence, l'impartialité. Et ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas tous égaux devant cette administration. Cette administration, elle ne fait pas preuve, elle n'est pas reconnue comme faisant toujours preuve de probité ou bien d'équité. Vous comprenez que de tels défauts, donc, nous font comprendre que nous avons devant nous une administration qui est à la solde d'un individu ou à la limite, n'est-ce pas, d'un groupe d'individus, d'un parti politique, bien d'une formation politique. Et ce qui ne peut pas rassurer les citoyens que nous sommes, ça ne peut pas rassurer les justiciables que nous sommes, quand c'est le cas de la justice, et ça ne peut pas rassurer les citoyens que nous sommes quand c'est le cas, n'est-ce pas, d'exercer ou alors d'agir dans la scène politique. Moussa Gavo, à l'UPC, vous connaissez un peu l'expérience ou le vécu? Nous la vivons depuis des décennies. Nous la vivons depuis des décennies. Je voudrais m'interroger à haute voix sur qu'est-ce que l'État. C'est vrai que c'est Meka qui nous a mené sur le chemin de l'État. C'est même donc quoi l'État? On parlait du rôle de l'administration. Cet État, c'est nous d'abord. Ce sont les populations du Cameroun. C'est elles qui donnent une partie de leur souveraineté à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est nous. Alors, lorsqu'on parle contestation de l'État, interventionnisme de l'État, moi, je suis abasourdi. Nous ne contestons pas l'État. Nous ne contestons pas l'interventionnisme de l'État. Parce que l'interventionnisme de l'État, c'est l'interventionnisme du peuple souverain camerounais. Quand j'ai dit cela, ce que nous contestons, c'est l'intervention des militants d'un parti politique contre les autres partis politiques dans le but
de se maintenir à une position. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que l'État doit disparaître. L'État ne peut pas disparaître parce que nous tous ici réunis, nous n'allons pas disparaître. Et quand nous disparaîtrons, notre progéniture prendra la place. Donc l'administration, qui est une partie de cet État, qui a reçu délégation de pouvoir pour rendre justice et travailler avec équité pour tout l'État, cette administration, c'est d'elle qu'il est question ce soir. C'est d'elle que nous parlons ce soir. Et cette administration, nous lui disons que son rôle, c'est travailler avec justice et équité pour le bien-être de tous les Camerounais. C'est ce que nous voulons lui dire. En fait, c'est le message que personnellement, je voudrais transmettre. Nous n'avons pas dit que l'administration ne doit pas travailler, mais nous disons que l'administration a l'obligation d'être juste et équitable. Ne pas être juge et parti. C'est tout ce que nous disons. Albert, vous également, vous connaissez un peu, vous goûtez à l'expérience de l'administration dans la vie d'un parti politique. Pour dire que nous goûtions, c'est comme si nous n'étions pas préparés. Nous sommes tout à fait prévenus de ce à quoi nous nous engageons. Vous savez, parler d'alternance ou de transition dans notre contexte, il faut savoir ce à quoi s'en tenir, ce que ça peut vous générer comme contre-action. Mais pour rester dans le sujet qui est très sérieux, il faudrait simplement rappeler à mon ami Luther que nous savons très bien de quoi nous parlions. Nous répondions à la question sur les dynamiques administrativo-politiques de notre système. Et on n'était pas du tout en train de répondre à la question sur le rôle de l'administration. Et je souscris totalement à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est-à-dire que nous sommes tous partisans d'un État, mais d'un État ou d'une administration qui fonctionne bien. D'accord? Et c'est la loi qui fixe le cadre du fonctionnement de l'État et de l'administration. Le glissement que vous faites de façon subtile veut nous éviter que l'on rentre véritablement dans le nœud du problème, parce que notre administration est problématique. Elle confond son rôle d'administration, de gérant, c'est-à-dire de la chose commune sur les règles qu'on a dit, l'équité, la neutralité, la justice, la célérité, et on y mettra même la performance. Certains pensent qu'ayant un poste ministériel, ils sont là pour défendre la position de Paul Biya. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous militons pour un État, mais qui se veut républicain, avec les règles de fonctionnement d'une république. Ce que l'on a vu, M. Dipita, au cours de la dernière session parlementaire, mais c'est de l'inédit. C'est un peu comme la négation même de l'État, parce que le principe de continuité qui doit sous-tendre le fonctionnement de ces institutions a été totalement battu en brèche, et sans que les députés ou les sénateurs d'un certain parti politique trouvent qu'il y a un problème. Donc ce que nous on dit, c'est que le régime actuel a du mal avec la vision politique ou bien le projet de société qui doit rassembler tous les Camerounais et nous donner l'impression que ce pays nous appartient tous. On est encore au niveau de l'impression. Parce qu'avec ce qu'on a vécu là, deux personnalités absentes, mais deux institutions totalement bloquées, mais payées aux frais du contribuable. C'est cette gestion un peu catastrophique que l'on décrit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment, il faut franchement, vraiment, soit se prendre en compte, soit permettre à ceux qui ont le potentiel pour pouvoir transformer le potentiel de ressources de notre pays en richesse. Parce que le RDPC qui est là, mais il a tout donné. Ça, on peut pas dire qu'il n'a rien fait. En 40 ans, il a pu apporter quelque chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a jamais rien eu. Mais effectivement, ce n'est pas évident de penser à mettre en place des institutions pour pouvoir concourir à l'expression démocratique. Il est clair qu'on va prendre les facteurs exogènes et endogènes pour dire pourquoi on en arrive là. Mais le fait est qu'on en est là. Le régime actuel nous a plongé vers la décentralisation, qui est une bonne chose en fait. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'elle désubstantialise ses contenus et elle fait qu'on n'avance pas véritablement. C'est simplement parce qu'elle n'a pas
cette administration, mais qui est coloniale. Parce que c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé le fil conducteur de votre émission, parce qu'il faut savoir d'où on vient pour peut-être justifier pourquoi on en est où on est aujourd'hui. C'est ça la vraie problématique, c'est-à-dire que ces personnes-là qui ont une formation, mais de type colonial, il faut le dire, d'accord, n'arrivent pas à concevoir dans leur gestion de la chose publique la concertation. André Luther fait allusion à certaines consultations qui sont faites. Mais là aussi, ce mécanisme de consultation est problématique, tout simplement parce que vous encore, de manière unilatérale, vous choisissez dans les corps qui vous estimez aptes à venir s'asseoir avec vous pour pouvoir discuter de l'ECAM ou de X ou Y choses. Il faudrait que les corps sociaux organisés en syndicats, en société civile, en partis politiques, puissent eux-mêmes avoir leur propre vie et émettre une vision qui fait que lorsque l'on se concerte, mais la concertation, c'est la chose la moins partagée chez vous. Je vais demander à André Luther ici de nous dire combien de fois le président Paul Biya a réuni ses ministres en conseil de cabinet, combien de fois il y a eu des conseils de ministres. Ça, on ne parle pas des concertations avec les partis politiques, avec les syndicats, avec les autres acteurs qui contribuent à l'animation de la vie sociale, politique, culturelle et même économique du pays. Combien de fois on a rencontré les présidents du JICAM, les patrons du syndicat des entreprises. Donc, c'est cette vision-là que ce régime n'est plus capable de porter. Et c'est ce à quoi on assiste dans la gestion courante de nos administrations. Ils ont les mêmes réflexes. L'idée qu'un autre son de cloche puisse émerger n'est pas acceptée. Et c'est pour cela que nous pensons que ce qui nous arrive, on a très bien lu. On n'est pas les premiers, nous au PCRN, mais on veut juste dire aux gens qui analysent tout ce qui arrive là, d'avoir un peu plus de lucidité. Parce qu'on attend d'un ministre d'être équitable. Est-ce que ceux qui nous écoutent pensent qu'en interdisant le congrès du PCRN et en autorisant la conférence de presse de Kona Robert, le ministre a joué d'équité à ce niveau? Je ne pense pas. D'accord. André Luther Meka, des interventions précédentes, ce qui revient le plus, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire que si les uns et les autres reconnaissent peut-être à demi-mot le rôle de l'administration dans la démocratie, dans les élections, dans la mise en œuvre de tout ce qui est fonctionnement démocratique, ce qui peut clocher, c'est le non-franc-jeu. C'est justement cette problématique de la transparence. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque les gens disent qu'il n'y a pas franc-jeu. Et moi, j'avais décidé de ne pas parler à cette émission, mais il faut que je parle pour que les Camerounais comprennent. On vous a invité pour parler, André Luther. Ok, je vais donc parler. Allez. Vous savez, il y a des gens qui font l'allocation des partis politiques. Il faudrait qu'on le dise. Alors, quand vous louez un parti politique, il y a des deals que vous faites avec le propriétaire de ces partis politiques. Je vais vous prendre deux cas qui ont certainement animé l'opinion publique et qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'espère qu'on est dans le thème. Nous sommes dans le thème, puisque je reviens effectivement sur les accusations de juges et partis de l'administration. Alors, vous avez donc deux partis, notamment le CPP, qui a eu ce problème avec le PCRN. Et je ne vais pas me risquer d'aller dans les profondeurs même des problèmes du CPP, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait promis, comme à l'accoutumée, beaucoup de choses aux propriétaires du parti. Et naturellement, ces promesses n'ont pas été tenues. Il en est de même, n'est-ce pas, du PCRN. Il y a des choses qui ont été promises aux propriétaires du parti qui n'ont pas été respectées. Alors, il advient donc que le propriétaire du parti, puisque son nom est sur le récépissé... Pour le CPP, d'où tenez-vous vos infos, cette info? Mais je parle en télévision, ils peuvent démentir. Allez-y, je vous laisse. Ils peuvent démentir. Mais répondez à la question, d'où tenez-vous vos infos? Ils peuvent démentir. Ils peuvent démentir, mais je dis que... Ils ne sont pas là pour démentir, André Luther. Monsieur ici, qui est secrétaire général, viendra certainement démentir, mais je donne ces informations parce que je suis un homme politique et nous surveillons aussi ce que les autres font pour savoir comment ils gèrent leur parti. Et ce n'est pas du tout rose. Donc je disais qu'il y a des gens qui font la location des partis.
Et lorsqu'ils font la location des partis, on peut trouver un autre terme, hein, location, je ne sais pas, sous-traitance, tout ce qu'ils veulent. Et il y a des conciliabules qui se font avec des propriétaires. Et ces propriétaires-là attendent, n'est-ce pas, des retombées, n'est-ce pas, de leur deal. Et il arrive que les promesses ne soient pas tenues et qu'il y ait donc des bisbilles, si vous voulez, n'est-ce pas, des dissensions au sein de ce parti politique. Je ne voudrais pas vous dire ce qui a été promis. Je peux le dire, mais je ne le dirai pas ici. Non, je ne le dirai pas. Ce qui a été promis à qui? Ce qui a été promis à M. Kona, ce qui a été promis, n'est-ce pas, au propriétaire du CPP. Ce qui se passe est que lorsque les promesses ne sont pas tenues, effectivement, on essaie de rappeler le locataire pour lui dire, écoutez, les promesses n'ont pas été tenues. Qu'en est-il? Et vous savez un peu le jeu. Par coïncidence, la veille de l'année électorale. Non, ce n'est pas à la veille de l'année électorale. Et même si c'est à la veille de l'année électorale, c'est de bonne guerre, ce sont des politiciens. Ce sont des politiciens. Donc, lorsqu'ils revendiquent donc les promesses tenues, il y a donc des problèmes au sein du parti. Et quand il y a des problèmes au sein du parti, il faut l'arbitrage. Je survole pour ne pas aller en profondeur parce que je ne voudrais pas accabler les uns et les autres pour qu'on vienne dire que c'est Maka qui a dit que ceci ou cela. Donc, il y a donc des bisbilles, il y a des problèmes. Et je crois que le rôle salvateur du ministre de l'administration territoriale était, n'est-ce pas, de pouvoir d'abord surseoir tout cela et de dire effectivement à ceux qui sont dans les bisbilles, dans les discussions, de pouvoir s'entendre avant que le Congrès se tienne. C'est tout à fait normal. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que le propriétaire du parc, imaginez que vous avez une maison comme STV. Il y a des bisbilles à STV et vous tenez une conférence de presse pour dire que c'est vous qui avez le parti et que les gens acceptent ça. STV est une télé, c'est pas un parti. Non, bon, admettons que c'est une télévision. Chez eux, on vend tout. Admettons que admettons le cas de la télévision et que vous faites la conférence de presse pour commencer à revendiquer la télévision. Automatiquement, il y aura des arbitrages de l'administration. Et cette administration va réagir. C'est le tribunal, non? Je veux dire que si jamais quelqu'un dénonce ce que je dis en conférence de presse, on va au tribunal. Non, mais écoutez, c'est peut-être parce que les politiciens veulent flouer les téléspectateurs. Lorsque vous gérez une association, quand vous faites une déclaration de l'association, le CPC vient avec les noms des fondateurs. On demande que lorsque vous renouvelez le bureau, que vous informez l'administration. Imaginez donc que le père fondateur il se sent floué et qu'il écrive, n'est-ce pas, au préfet pour dire que, écoutez, cette association qui est en train de gesticuler est une association qui est en train de vouloir prendre la place que moi j'occupe. Automatiquement, on doit sursoir tout cela. C'est exactement ce qui se passe. Donc, je voudrais refuser le fait qu'il n'y a pas franc jeu. C'est juste les partis politiques qui ne jouent pas franc jeu en faisant la location des partis et en cherchant à ne pas être sincère avec les propriétaires de ces partis-là. Il faudrait qu'on évacue ce fait-là. Et je crois que le ministre Atangadi est dans son rôle de ne pas accepter l'imposture. L'imposture, en fait, c'est d'éjecter celui qui a créé le parti. On dit notamment qu'il y a eu des cofondateurs, Massadine et bon, je veux dire que l'émission n'est pas forcément... Non, mais les gens reviennent sur ce cas. Je peux revenir sur plusieurs cas sur l'UPC. Depuis Maï Matip à Kodok, avec l'aile des fidèles, les Manidemi, c'est tout. Je connais cette histoire politique. Je peux revenir là-dessus pour dire que ce n'est pas... C'est toujours l'administration qui divise. Non, ce n'est pas toujours l'administration. C'est les intérêts des uns et des autres qui se trouvent menacés et qui créent, n'est-ce pas, des micro-partis. Je peux revenir en profondeur sur l'UPC. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les dissensions internes dans le parti, les déchirures internes dans le parti pour les enjeux et les intérêts des uns et des autres, qu'on puisse renvoyer cela sur le compte de l'administration qui n'est pas transparente. Maintenant, je vais conclure en disant que je vais revenir sur le concept de transparence, qui est un concept assez important au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de l'administration. Je voudrais prendre une minute pour revenir sur le terme de propriété.
propriétaire du parti. Mais je suis sidéré. C'est affreux. Franchement. Le parti est une association de plusieurs personnes qui a une personnalité morale et qui jouit du droit public, qui donc est supposé être régi par les décisions de ses congrès et de ses assemblées, ou de ses assemblées. À partir de ce moment, si un congrès, une assemblée générale, décide que X ou Y prend la place du président, je ne pense pas que ce sera évincer le propriétaire qui n'existe pas. Il n'y a pas de propriétaire dans un parti politique. Qui est le propriétaire de l'UPC? Personne. Celui du RDPC. L'UPC appartient aux UPCistes. L'UPC appartient au peuple camerounais. L'UPC appartient aux militants et sympathisants de l'UPC qui sont acceptés, accrédités dans les congrès et les assemblées. C'est eux qui votent les bureaux. Que tu aies fait partie des fondateurs, mais qu'à un moment donné, le règlement intérieur du parti permette que lors des élections, qu'on vota d'autres personnes, il n'y a pas de propriété là-dessus. La propriété, c'est au peuple. C'est du droit public, pur et dur. Je suis dépassé. Non. Bon, je voudrais dire quelque chose d'assez important. Et je considère que c'est un homme politique avéré parce que lorsqu'on parle de l'UPC, on parle d'un fondateur de l'UPC. Ils ont toujours à citer Oumniobé, n'est-ce pas, comme fondateur de l'UPC. Au SDF, il y a les Founders Fathers qui sont cités, qui sont même consacrés dans le SDF. En ce qui concerne le cas des propriétaires, il y a des gens qui s'asseyent, qui pensent la vision d'un parti politique et qui créent un parti politique. On les appelle les fondateurs, les pères fondateurs de ce parti politique. Et c'est sur la vision de ces pères fondateurs-là, sur leur manière de voir la société, sur leur programme de société, que la continuité s'exerce. Donc, si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de fondateur... Sauf que la notion de fondateur renvoie aux héritiers, qui sont forcément de sang. Non, je voudrais préciser cela qu'il y a des créateurs d'un parti politique. Et c'est important. Et chaque parti politique a une histoire. Il y a même en France, je crois qu'il y a même, c'est même beaucoup plus expressif, puisqu'on parle du gaullisme. Le gaullisme reflète quelque chose. Moi, je suis un biaïste. Le biaïste reflète quelque chose. Les lumumbistes, les sankaristes, tous ces courants-là reflètent, n'est-ce pas, la vision des pères fondateurs des partis politiques. Il ne faut pas, parce qu'on est dans des dissensions politiques, parce qu'on veut flouer les téléspectateurs, vouloir démontrer que les partis politiques ne partent pas d'une base des fondateurs ou des pères fondateurs. Finalement, il faut donc vous décider. Personne ne l'a dit. C'est la question de la transparence. Oui. C'est là que nous sommes. Oui, il faut dire que la transparence est très importante pour une administration. Elle est importante non pas seulement dans l'aspect politique de la vie de la cité, dans tous les aspects, même économiques. Quand les investisseurs étrangers viennent au Cameroun, qui viennent avec des millions et des milliards pour investir au Cameroun, si l'administration n'est pas équitable, si l'administration n'est pas juste, si l'administration n'est pas transparente, vous pensez que ces investissements qui viennent mettre là ne sont pas en danger? Et ça ne met pas en danger aussi tous les emplois qui peuvent être créés par ces investissements-là. Donc, quand on parle d'une administration qui doit véritablement être transparente, qui doit être équitable, qui doit être juste, c'est pour que la société, n'est-ce pas, de façon globale, se déploie de façon à pouvoir permettre à tous les citoyens de vivre bien, tranquillement et de vaquer librement à leurs occupations. Donc, la transparence dont on parle, ce n'est pas seulement dans l'aspect politique. Parce que pour ce qui concerne l'aspect politique, on va tenir des discours ici. M. Mekane ne va jamais reconnaître que le RDPC est prêt à tout pour conserver le pouvoir.
quitte à inféoder la justice. J'ai lu aujourd'hui, j'ai commencé la lecture du projet politique qui a apporté au pouvoir le jeune président sénégalais, M. Faye, n'est-ce pas? Il est bien dit dès les premières phrases de son projet politique, lorsqu'il parle du changement systémique, il parle, n'est-ce pas, d'une administration. L'objectif est de ne plus avoir une administration inféodée au pouvoir politique. Hein? Une justice, il faut que la justice soit insoumise et indépendante. Le strict respect des séparations des pouvoirs. Vous voyez? Donc, ça montre que ce sont des points qui sont importants. Quand quelqu'un porte de tels points, et que ce sont ces points-là, n'est-ce pas, qui l'amènent au pouvoir parce qu'il a su diagnostiquer des problèmes qui étaient importants et qui sévissaient à l'époque du régime qui précédait, c'est parce que, vitalement, il faut que ça change. Il ne faut plus que, n'est-ce pas, l'administration soit inféodée au parti au pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun, où le sous-préfet a carrément une carte de militant du RDPC, et où il est en charge, n'est-ce pas, de travailler à avoir des résultats qui sont favorables au RDPC, au risque, n'est-ce pas, de se voir affecté dans une autre contrée, ou alors au risque, n'est-ce pas, de voir sa carrière être compromise. Mais ça, ce sont les réalités. C'est le cas des préfets. On a vu des gouverneurs, n'est-ce pas, aller battre campagne pour des militants du parti au pouvoir. Donc vous comprenez que quand on travaille à ce que l'administration ne soit pas inféodée à un seul parti, au parti au pouvoir, et qu'elle soit neutre, et qu'elle soit équitable, et qu'elle soit impartiale, c'est parce qu'on souhaite que tout le monde puisse en profiter, autant le RDPC que le SDF ou le PCRN ou l'UPC ou tous les autres partis politiques. Ce n'est pas comme si monsieur Mekalu décrit un pays, une sorte de pays chimérique, n'est-ce pas, qu'il a dans sa vision, dans son rêve, n'est-ce pas, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Il en est conscient et il le sait. Donc, c'est regrettable parce que lorsqu'on se met en société, c'est dans le but, n'est-ce pas, de laisser un héritage à nos enfants. D'abord de vivre cela et ensuite de laisser en héritage à nos enfants une société qui permet, n'est-ce pas, le déploiement de tous et le développement. Si on fait une évaluation de la transparence dans notre mécanisme démocratique, on regarde, puisque c'est le thème, au regard de l'environnement dans lequel l'administration se déploie dans notre contexte. Albert. Oui, non, l'évaluation, on aura dans l'évaluation l'ensemble des plaintes. Pourquoi de toutes les plaintes? Oui, on aura en majorité, parce que nous, quand on prend la parole, c'est pour parler pour la perception globale. Ce n'est pas faire la part, mais c'est pour les choses qui intéressent la plupart des Camerounais. Oui, dans l'évaluation, on aura effectivement la plupart des plaintes que nous avons tous relevées ici. Pour revenir sur l'actualité qui nous concerne, vous avez un ministre qui a pris une note en disant qu'il ne prend pas acte là où la loi lui demande de ne prendre que acte sans émettre d'avis. Il a dit qu'il ne prenait pas acte pour une raison qu'il n'arrive pas à lui-même, comment on dit, exprimer ou expliciter. Je ne prends pas acte pour, comment on dit, violation des statuts. Quel argument, quel article des statuts, on ne sait pas, pour non-qualité. Non-qualité de qui, de quoi, où, quand, comment, on ne sait pas. Donc, c'est tous ces éléments qui montrent un peu le flou dans lequel notre administration travaille. Et on est, comment on dit, on est toujours abasourdi avec la sortie des communicants du RDPC. En regardant mon moniteur, une mère au quartier m'a demandé est-ce que Luther Meka lui-même croit en ce qu'il dit. Parce qu'on a l'impression qu'il sort d'un univers où il peint les choses et il estime qu'il faut venir, comme Estivia a ouvert son plateau à tout le monde, on peut tout dire et dire n'importe quoi. Mais moi, je veux rétablir... Nous sommes une chaîne de télévision sérieuse. Voilà, très sérieuse. Qui donne la parole à des personnes sérieuses. Mais très pertinentes. Exactement. Donc, pour donner le point de vue de leur parti politique. Mais très bien. Mais très aussi bien. édifier l'opinion. Mais on a l'impression que ça devient une rigolade. Quand un intellectuel de la trempe de Luther
parle de location de partis politiques. Albert. Mais est-ce qu'on loue un parti? Mais oui, non. Est-ce qu'on loue un Non, je n'intrigue pas Luther en tant que personne. Si vous voulez, mais j'appelle, mais vous irez où vous irez. J'évalue, comment on dit, je pose sur la table la question de notre intellect. Quel est finalement le rôle? La location implique une durée. Mais bien sûr. Ça devient un contrat, ça devient une affaire. Ce n'est plus l'administration territoriale qui gère les bis-bis. Donc, c'est cette légèreté d'Ipita qu'il faut décrier. Et il ne faudrait pas y aller avec des mains mortes. Il faudrait que nos intellectuels, quand ils prennent la parole sur le champ public dans un plateau sérieux comme celui-ci, il faut que ceux qui nous écoutent en tirent des leçons. La communication doit être porteuse de valeurs. On ne loue pas un parti politique. Paul Biya a pris la tête de l'UNC. D'accord, il n'en était pas le fondateur. Il y a les mécanismes pour intégrer un parti politique. Et le PCRN a suivi ces mécanismes. C'est pour cela que son ministre, aujourd'hui, qui est au centre de tous les problèmes, lui-même a validé la démarche du PCRN qui consistait à donner la tête du PCRN à Cabral Libye. Donc, il ne faudrait pas venir dire une chose et son contraire parce qu'on veut se faire l'intéressant ou montrer qu'on sait tout dire. Et il faut être conséquent. Si on est dans le cadre des affaires, admettons même qu'il a raison pour dire qu'il y a eu bis-bis. Ce n'est plus l'administration territoriale qui gère les bis-bis. En cas de conflit entre deux acteurs, c'est la justice qui tranche en disant, voilà tel problème. Ce n'est pas à l'administration de faire l'arbitrage. Dibita, laissez-moi chuter en rétablissant une vérité. Il faut que tout le monde qui nous écoute le sache. Robert Kona n'est pas le fondateur du PCRN. Le fondateur du PCRN s'appelle Massardine Albert Fleury. C'est lui qui a eu l'idée de créer le PCRN et a invité son ami Kona Robert, qui avait lui la verve pour pouvoir créer des associations, pour lui dire, moi, je suis fonctionnaire de l'administration, je travaille dans un secteur sensible qu'on appelle la santé, je ne peux véritablement pas porter la tête d'un parti politique dit d'opposition en ayant mon rôle de poste. C'est pour ça qu'on a invité ce Robert Kona. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent et à mon ami Luther que la gestion ou bien l'action de certains administratifs ou certains dirigeants de ce pays me fait honte. Parce que lorsque vous lisez la note du ministre Atanganji qui refuse de prendre acte de l'exclusion de Kona Robert par le PCRN, il le cite comme étant fondateur. Robert Kona n'est pas un fondateur. Et il faut que le ministre arrête de se tromper. Parce qu'il utilise les subsides des Camerounais pour fonctionner. Il a tous les moyens pour bien faire ce travail. Il ne va pas se tromper éternellement en disant que nous légalisons le parti, on reconnaît que Cabral Libye est président, et après venir dire que non, il y aurait eu des malversations qu'on n'a pas vues. Alors on dit en droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce ministre ne peut pas se tromper, mais tout au long de son ministère, et venir aujourd'hui engager toute une république dans des choses qui ne marchent pas. Le chef de l'État a eu invité Cabral Libye en tant que président du PCRN. Est-ce qu'il faut toujours continuer à marcher sur les erreurs? C'est pour cela que je disais, pour chuter, que l'administration est investie d'un devoir de performance. Un ministre qui ne fait pas son travail, il faut l'enlever. Et chez vous, au RDPC, on voit qu'il y en a beaucoup qui ne font pas leur travail. Et il faut vous enlever. André Luther, vous répondez et puis oui, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Et en politique, il y a ce qu'on appelle le mercantilisme politique. Tout le monde le sait. Et en politique, il y a ce qu'on appelle les deals. Et notamment les arrangements qu'il y a entre les leaders politiques. Et je voudrais dire que les deux cas qui ont interpellé l'homme politique que je suis à l'opposition, c'est le cas du CPP, du PCRN. Je ne voudrais pas revenir sur le cas de Univers, notamment avec M. Koumvondor et M. Cabral Libye. Le PCRN est un jeune parti et je ne voudrais pas aller dans les profondeurs. C'est 2013. 2013. Donc quand il dit jeune, on se demande où. On se demande où. Non, 20 ans, 21 ans. 21 ans. Mais jeune, je ne sais pas où il se situe. C'est un jeune parti. Et je voudrais également dire que
Le problème de fond qu'il y a dans le PCRN, c'est un problème de mésentente entre le fondateur, ou si vous voulez le cofondateur. Ah, ben voilà qui est mieux dit. Ou si vous voulez le cofondateur. Ben voilà, vous revenez dans la... Que ce soit cofondateur. Non, Luther, quand j'ai tout à l'heure dit que... Moi, je vous ai écouté. Non, je vais vous écouter. Mais quand j'ai tout à l'heure dit que nos intellects doivent prendre le sérieux quand ils prennent la parole, Monsieur Luther Meka, le cofondateur n'est pas fondateur. Ah d'accord, il n'est rien du tout. Non, le cofondateur suppose qu'il y a d'autres personnes. Albert. Et le fondateur suppose qu'il est seul. Albert, vous avez bien fait de venir avec un carnet et un stylo. Oui. Même si André Luther ne dit pas des choses qui sont en harmonie avec son pensée. Laissez le terminer. Ça va, c'était juste cette Mais disons aussi que 2013-2024, c'est bien 11 ans. C'est jeune. Non, il y a 2003. C'est 2003. C'est 2003. Non, c'est 2003. D'accord. 2021, c'est jeune. Je ne sais pas je ne sais pas de quel champ. Combien en 20 ans? Allons-y. Allez-y. C'est un problème qui fait gesticuler les communicants du PCL. Je répète encore que le problème de M. Cabral Libby, dont je n'ai aucun problème avec lui, c'est de ne pas s'entendre avec les personnes avec lesquelles il fait le deal. Et c'est ça le véritable problème. Non, pas les personnes, il n'y a qu'une seule personne. Non, il y a des personnes. Monsieur Kona. Non, quand je dis les personnes, je peux revenir en arrière avec M. Koumvondor, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'accord. Et quand je parle de location de parti, je sais de quoi je parle. Je ne voudrais pas vraiment étaler les hommes politiques. Allez-y donc, dites-nous. Non, je ne voudrais pas, parce que ça va créer une polémique. Il faut qu'il dise. Mais ce qui est important de savoir, c'est que moi, vous ne pouvez pas dire un truc et puis... Non, si le PCLN veut résoudre ce problème, ce n'est pas dans les médias. Ce n'est pas dans les médias, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, du respect des principes que vous avez mis sur pied avec le fondateur ou le cofondateur. Oui. Je vous ajoute juste 1 minute 30 pour le détail de cette location. De quoi s'agit-il? Bon, de quoi s'agit-il? Il y a d'abord le mercantilisme politique dans les investitures. Vous partez vers quelqu'un qui n'a pas de parti, vous lui proposez, n'est-ce pas, les services du parti et il vous donne de l'argent. C'est ça. Ou naturellement, il ne vous donne pas de l'argent. D'abord, il lui a donné de l'argent. Non, je suis dans un processus d'investiture d'abord. D'accord. Ce que j'appelle le mercantilisme politique. Okay. C'est-à-dire, vous avez votre parti politique qui est habilité à se présenter aux élections municipales ou présidentielles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un parti. Il loue votre parti, il peut vous donner de l'argent pour vous investir. Il y a également un autre d'autres cadres d'affairisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez une machine, vous avez du personnel, vous avez des compétences, vous partez voir les fondateurs ou le fondateur d'un parti, vous prenez son parti et vous lui faites des promesses sur le plan financier ou sur le plan des situations de rente. Et à ce niveau-là, vous vous entendez et vous faites des clauses qui sont notamment des clauses qui ne sont pas connues de tout le monde. C'est ce que moi j'appelle la location des partis. Et c'est un marché politique qui existe. Et d'où intervient l'administration à l'opposition. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a donc des fissures, des déchirures, où l'une des parties ne respecte pas le PCRN est-il dans ce cas de figure? Bien évidemment. Puisqu'il y a des choses, qui ont été promises, n'est-ce pas, aux cofondateurs qui n'ont pas été respectées. Et le cofondateur ou le fondateur, parce qu'on dit qu'ils sont deux, M. Kona Robert et M. Massadi, notamment, est en droit, n'est-ce pas, de récupérer son parti ou, n'est-ce pas, de dire que les termes qui ont été mis à la réunion de Guiguis, parce que ce n'était pas un congrès, c'était une réunion. Moi, j'ai vu la demande. J'ai vu la demande de réunion. Et que le ministre a bien validé. Mais c'était une réunion, c'était pas un congrès. C'était un congrès. Et à cette réunion-là, on a confié. À cette réunion-là, on a confié. S'il vous plaît, il faut me laisser parler. Moi, je vous écoute. Oui, parlez. Vous êtes toujours en train de gesticuler. Moi, je vous écoute. À cette réunion-là, on a donné le parti à M. Cabral Libby. Et naturellement. Le MINAT a pris acte. Le MINAT a pris acte. Et dès lors qu'il y a déjà des problèmes dans le parti, le MINAT ne peut pas accepter de prendre parti pour une ou l'autre. Il faudrait qu'il s'arrange à l'interne pour que l'administration prenne acte. C'est ça le problème. On ne peut pas prendre acte pour une seule partie. Alors, sur la transparence, moi, je n'interviens pas sur le problème là.
C'est pas ce qui nous a réunis. Allons-y, allons-y. C'est pas ce qui nous a réunis. Moi, je tiens à parler beaucoup plus de la transparence, parce que c'est ça qui pourrait déterminer l'avenir du Cameroun et l'avenir des Camerounais. Parce que les Camerounais ont besoin d'un Cameroun apaisé. C'est ça. Et le Cameroun a besoin d'un Cameroun sans crise. Les Camerounais ont besoin d'un Cameroun sans guerre. Et ces différentes violences ou brutalités abstraites ou morales amènent les Camerounais à devenir des psychopathes. Et ça, ce n'est pas un Cameroun qu'il faut pour nous. Ce n'est pas un Cameroun que nous devons laisser à nos enfants, comme dirait l'autre. Et pour que nous ne laissions pas ce type de Cameroun à nos enfants, il faut bien que notre administration accepte de jouer franc jeu. Il faut bien que notre administration accepte que le peuple camerounais est souverain. Et que quand le peuple camerounais a fait un choix, que ce choix soit reconnu. Il faut que notre administration apprenne à respecter les représentants des associations publiques. Il faut que notre administration accepte. Est-ce que tout ceci n'est pas le fruit de trop de compromissions entre vous-même, les acteurs politiques, l'administration? Moi, je dirais que ça, c'est le fruit du colonialisme et du néocolonialisme. C'est trop facile de tout rejeter. Non, permets-moi de développer. Allez-y. Le néocolonialisme a toujours fonctionné comme une structure où on prend des personnes qui ne sont pas légitimes pour les imposer aux personnes légitimes, afin de mieux contrôler l'appareil. Et cette logique a prévalu même dans les villages où on prend un ancien serf ou un ancien arrivant dans un village, on décide que c'est lui qui devient le chef du village. Et on se contrefiche de ce que les populations autochtones d'origine pensent. On leur impose quelqu'un. Lorsque tu prends un cancre, tu le mets à la tête d'une administration. Tu prends des gars qui ont eu des bonnes formations, qui sont sortis majors, même parfois de l'ENAM ou alors dans les 10 premiers. Et tu les classes dans des oubliettes. Ce cancre ne peut pas avoir la même performance que ces élèves excellents qui sont sortis de l'ENAM, qui auraient pu rendre un bon service au Cameroun, mais qui sont mis aux oubliettes. Voilà un peu caricaturé ce pourquoi, ce dont je voudrais parler. La transparence voudra que, au sein de l'administration déjà, qu'on ait les compétences qu'il faut aux endroits qu'il faut. Que ces petites négociations mercantiles ou népotistes s'arrêtent. Qu'on permette aux Camerounais d'avoir les meilleurs d'entre eux au meilleur des postes et qui dirigent notre pays, alors qu'ils dirigent notre administration. À ce moment-là, cette administration pourra être performante parce que des gens qui sont outillés pour rendre un certain service seront aux endroits qu'il faut au moment où on en a besoin. Et c'est ce que nous pensons que le Cameroun mérite. Le Cameroun mérite que les meilleurs de ses enfants aident le Cameroun à se déployer. Le Cameroun mérite que les meilleurs de ses enfants travaillent pour que le Cameroun sorte de cette spirale négative dans laquelle nous sommes plongés. Ce n'est pas qu'on manque de compétences, ce n'est pas qu'on manque de matière grise, mais c'est que le système est vicié. Et c'est ce vice qu'il faut évacuer. Moi, je n'ai rien contre l'administration en général. Mais ce que j'ai contre le système, c'est que le système utilise les nuls pour
plonger le pays vers le gouffre. La preuve, nous avons le potentiel que le Cameroun a. Des pays qui hier n'étaient pas à notre hauteur sont au-dessus de nous, ont un développement supérieur au nôtre. Est-ce que c'est parce que nous, les Camerounais, sommes nuls? Non, mais c'est parce que les bons Camerounais sont pas utilisés là où ils devraient être utilisés. Mathurin Biol, on revient peut-être à l'évaluation de la transparence. Vous n'avez pas encore fait cet exercice. Évaluer la transparence au Cameroun. Transparence de l'administration. C'est évident que sur ce point-là, l'administration ne peut pas être bien notée. C'est une évidence, elle va être très mal notée même. Donc, c'est justement, vous savez, dans l'essentiel des produits de cette administration-là, des hauts cadres, sortent d'une école que nous, au sein du SDF, nous avons d'ailleurs promis que nous allons la fermer, l'ENAM, dès que nous arriverons au pouvoir, et que l'enseignement et l'essentiel de la formation qui est donnée là-bas, n'est-ce pas, sera redistribué dans les universités d'État, les facultés, pour être donné aux Camerounais. On n'a plus besoin de centraliser la formation de ces cadres-là dans une seule école qui depuis longtemps, n'est-ce pas, démontre plutôt qu'elle forme des gens qui, sur le terrain, travaillent plutôt à inféoder cette administration au régime et à multiplier des îlots de corruption tout au sein de notre pays. Donc, voilà pourquoi une telle administration ne peut pas être bien notée au niveau de la transparence. Quand on voit même comment est-ce que ceux qui entrent d'abord de cette école, l'école prestigieuse qui est en charge de former ces administrateurs-là, comment les gens y accèdent. Vous vous souvenez que lors d'un concours, n'est-ce pas, d'admission à l'ENAM, le fils du président de la République et de sa fille sont arrivés en retard, au point où on a dû garder les portes ouvertes jusqu'à 9 h pour un concours qui était prévu commencer à 7 h. Parce que, pour un futur administrateur, non mais c'est la vérité, au point, je vous en prie, au point où le directeur de l'ENAM a dû envoyer son véhicule. Non mais c'est la vérité. Comment ça? Tu as les preuves? Mais laissez-le dire. L'autre a dit qu'il avait les preuves, on ne les a pas vus, laissez-le s'exprimer. On a dû envoyer le véhicule. C'est ce qui a été. Demandons-lui ses sources. Non, demandons-lui ses sources. Mais il est très sérieux lui-même. Par les médias. On ne peut pas venir raconter des anecdotes de quartier. Je sais, Mathieu. Non, c'est pour dire que pour manque de motivation, la preuve. Mathurin Albert. Je continue. Non, laissez-moi d'abord recadrer. C'est pas parce qu'on dit que c'est forcément... Et j'ai le devoir d'encadrer au moins, de faire le minimum de police de l'émission. Et de dire que si une info n'est pas avérée, vérifiée, vérifiable, avérée, on se le dise que ce n'est pas exact. Et dans ce cas d'espèce, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Non, Mathurin. Si ce n'est pas exact, c'est ce que nous avons bien lu dans les journaux. Donc ce sont les journaux qui peut-être nous donnent de la mauvaise information. Mais ça a été diffusé dans les journaux. Et en plus, pour montrer la démotivation, des deux candidats. Lequel des deux candidats, c'est-à-dire lequel des deux candidats est administrateur aujourd'hui? Non. Non, mais écoutez, quand on vous dit que voilà les produits d'une administration, que par la suite, on voit que les résultats ne sont pas bons, parce que ceux qui sont, n'est-ce pas, issus de cette élite-là, qui est formée dans cette école-là, ne donnent pas de bons résultats sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que vous voulez maintenant? Je parle de deux cas. L'administration, ce n'est pas que l'ENAM. Écoutez, ce n'est pas que les fruits de l'ENAM, mais c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau de formation des administrateurs. Je vous laisse parler, mais permettez-moi de temps en temps de vous relancer. Oui. L'administration, ce n'est pas que les fruits de l'ENAM. Première chose. Deuxième chose, tous les fruits de l'ENAM ne peuvent être ce que vous décrivez là. Je ne peux pas dire que tous les fruits de l'ENAM, mais on voit bien que la majorité des fruits qui sont ici... Et toute l'administration ne peut pas non plus être ce qu'on décrit.
dans cette administration, il y a quand même des fonctionnaires qui, somme toute... Monsieur Dipita, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui donne la parole. Oui, mais c'est moi qui parle. Ce que j'ai dit m'engage. Ce n'est pas vous qui parlez à ma place. C'est l'erreur qu'on commet souvent. Ce que vous dites nous engage. Non. Ce que vous dites vous engage, m'engage aussi. Oui. Et engage les responsables de la maison. Et aussi, si nous en sommes aujourd'hui à faire quasiment le procès de l'administration dans cette émission, c'est parce qu'il y a un problème. Le thème, c'est le rôle de l'administration en démocratie, entre défi et transparence. C'est pas le procès, on n'est pas venu... Justement, c'est parce qu'il y a un problème. Juge ni avocat. C'est parce qu'il y a un problème que nous sommes aujourd'hui réunis là pour parler de ce problème-là. Exact. Comment on va dire ça? Les symptômes les plus évocateurs, n'est-ce pas? Les éruptions les plus visibles, ce sont les cas qu'on est en train d'évoquer là. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Si la situation économique de ce pays-là est le résultat aussi de cette administration-là. Si aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas motivés, si on a des sous-préfets qui sont plus intéressés... Je me souviens que dans le programme du candidat Joshua aussi, il y avait la suppression de l'ENAM. J'ai bien évoqué ça d'entrée. J'ai dit que nous avons pour ambition de supprimer cette école parce que le résultat, c'est ce qu'on observe là. Si vous êtes sous-préfet sorti de l'ENAM... Si vous commencez à supprimer l'ENAM, est-ce qu'on n'avait pas supprimé toutes les institutions qui, selon vous, ne fonctionnent pas? Mais bien sûr que dans un projet de rupture, il faut bien supprimer ce qui ne fonctionne pas et remplacer par ce qui peut fonctionner. C'est tout à fait normal. Alors, je vais terminer, puisque vous m'avez coupé tellement. Dès que je dis deux mots, je suis interrompu. Allez-y. Je suis interrompu, je ne veux plus développer. Je veux dire tout simplement qu'en fait, on doit réformer cette administration, clairement, puisque au niveau de la transparence, les résultats sont totalement catastrophiques. Et aujourd'hui, toute la scène politique est agitée parce que, tout simplement, l'administration décide de s'immiscer dans les affaires qui ne sont pas les siennes. Là où la justice doit parler, l'administration prend les devants. Là où les partis politiques doivent normalement s'exprimer, on voit l'administration qui prend encore les devants pour empêcher les formations politiques de fonctionner. Lorsque les syndicats, qui normalement dans un pays doivent défendre les intérêts des syndiqués, c'est-à-dire des travailleurs, on voit les syndicats qui sont muselés. Quand un président d'un syndicat signe ou alors signe une note, on voit l'administration, n'est-ce pas, susciter un autre dirigeant du même syndicat pour signer une note contraire à celle qui a été publiée par soit l'Assemblée générale de ce syndicat, soit par l'organe dirigeant de ce syndicat. Donc, de toutes les façons, pour nous, on doit plutôt travailler à reconstruire, n'est-ce pas, une confiance entre l'administration et la société camerounaise. Alors, peut-être qu'on va faire des propositions, recommandations pour renforcer dans la transparence et améliorer la démocratie. André Luther. Non, là je crois que... Tout est parfait. Non, c'est pas ce que je vais dire. Ah, pardon. Bon, j'ai parfois la réticence de dire que je suis dans l'administration et que naturellement j'ai cette compétence-là de parler de l'administration. Lorsque des jeunes viennent dire qu'on ne reçoit pas des gens sérieux ici, bon, ça m'amuse parfois parce que nous parlons politique, mais nous parlons de l'administration. Je crois que l'administration a beaucoup évolué dans le cadre, n'est-ce pas, de la performance. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a eu une simplification des procédures vers la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, vous pouvez le constater lorsque vous avez besoin de votre bulletin de paie, lorsque vous voulez enregistrer en ce qui concerne les pensions vieillesse, lorsque vous voulez, n'est-ce pas, un service aujourd'hui, il y a une simplification des procédures. Et c'est important de le dire pour que la jeunesse qui arrive, notamment du PCRN, puisse avoir matière... Qu'est-ce que vous avez contre la jeunesse du PCRN? Non, parce que il nous encourage, il nous voit venir. C'est très encourageant. Je prends ça comme quelque chose d'encourageant. La jeunesse du Sénégal vous inspire de parler tout le temps de la jeunesse du PCRN. J'ai parfois de la peine à faire prévaloir la seniorité, notamment dans le cadre politique et dans le cadre des débats. Et parfois même, je mets un peu calendrier bantou ou calendrier grec, n'est-ce pas, des titres que j'ai pour ne pas
pour permettre que les débats soient assez équitables. Je voudrais dire d'autorité ici que l'administration évolue énormément. En termes, n'est-ce pas, de simplification des procédures, en termes de principe de subsidiarité, parce qu'aujourd'hui, on remplit les fonctions dans des petites compétences au plus bas niveau. Et ça se fait notamment avec la décentralisation aujourd'hui. Vous allez voir, n'est-ce pas, les chantiers fourmillent, n'est-ce pas, avec la construction des routes. Ça, c'est les mairies qui sont en train de faire ce travail-là. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le foncier aujourd'hui, les chefs traditionnels sont inclus dans les procédures. En ce qui concerne le foncier, il y a eu beaucoup de problèmes. On est en train de rétablir cela aujourd'hui. Dans les contrôles, dans l'administration, je ne peux pas vous dire, hein, nous subissons les contrôles tous les jours, les contrôles internes, les contrôles de conformité, a posteriori, a priori. Il y a une administration qui travaille. Et j'aimerais que cela soit su. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les procédures, les Camerounais sont bien servis. Quand vous parlez de traiter les dossiers avec équité, ce sont les pièces d'identité. Quand vous parlez de traiter les dossiers avec équité, je crois qu'il y a un traitement des dossiers avec équité. L'administration travaille, même nous n'avons pas le cadre d'identité nationale. Laissez-le poursuivre. Bon, naturellement, c'est un chantier que nous sommes en train de travailler là-dessus. Et lorsque le chantier de cadre national d'identité ne fonctionne pas, vous avez les passeports qui fonctionnent. Tout ne peut pas fonctionner au même moment, n'est-ce pas? On va cas par cas. Mais c'est important de préciser ce que je suis en train de préciser là. Alors, en ce qui concerne donc la transparence, puisqu'il y a des militants, des partis politiques sur le plateau qui parlent de la transparence sur le plan politique, je peux aller cas par cas. Est-ce que la légalisation des partis fait problème? Non. Est-ce que la compétition... Comment ça? Non, mais les gens... Le parti que Cabral Libye essaie de faire légaliser depuis 2017, ou je ne sais pas combien, n'a toujours pas trouvé d'issue. Naturellement, peut-être qu'il y a un problème d'éponyme, un problème de nom, un problème notamment aussi de choix de nom, puisque moi je connais très bien le dossier. Il paraît que ce nom existait déjà. Et on lui a demandé, n'est-ce pas, de proposer un autre nom. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a proposé un autre nom? Il y a un communicant du PCRN là, il va nous dire la vérité là-dessus. Mais les partis politiques se créent tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas l'expression libre des partis politiques? Je dis oui, il y a l'expression libre des partis politiques. Seulement, les partis politiques doivent comprendre que la société est organisée. Il a refusé de dire le mot encadré. Lorsque vous faites une réunion, vous déclarez à l'autorité la réunion. Vous dites le nombre de personnes qui doivent venir en réunion et l'objectif, n'est-ce pas, de la réunion. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a financement des partis politiques? Je dis oui. Le chef de l'État accorde des subventions aux partis politiques pendant les élections présidentielles. C'est important de le dire. Maintenant, sur le plan global, est-ce qu'il y a une transparence de l'administration? Il y a une transparence. Mais il faudrait aussi le dire que si je ne le dis pas aujourd'hui, les gens vont dire que je ne suis pas un administrateur. Il y a aussi la confidentialité dans l'administration. Donc, la transparence absolue est évanescente, elle n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir une information intégrale et totale parce qu'il y a ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'on appelle le secret administratif. Mais là, nous parlons des élections. Non, mais j'en ai parlé. J'en ai parlé. Il doit y avoir des secrets dans les résultats des élections. Non, pas du tout. Okay. Sur le plan politique, pas du tout. Il y a des concertations qui se passent dans le cadre des élections avec l'ECAM, parfois avec le gouverneur, parfois avec le ministre de l'administration territoriale, pour pouvoir, n'est-ce pas, uniformiser les procédures et faire en sorte que tous les parties prenantes politiques puissent s'accorder, notamment sur les élections. Donc, pour moi, la note est une très bonne note. Il y a des avancées au Cameroun et beaucoup de pays envient le Cameroun en ce qui concerne, n'est-ce pas, le système, son système administratif et son système électoral, notamment, n'est-ce pas, la démocratie au Cameroun. C'est au Cameroun que nous voyons les hommes politiques parler librement dans les partis, dans les médias. C'est au Cameroun que nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a une compétition équitable avec le président de la République. Et dans chaque chaîne, vous allez voir les débats avec les compétiteurs, et même à la CATV, je crois qu'il y a déjà des quotas assez égaux pour pouvoir, n'est-ce pas, compétir dans les élections, et notamment dans les médias, et même dans la chaîne nationale. Albert, sur les propositions ou recommandations pour renforcer la transparence et améliorer la démocratie. Je pense que dans ce régime actuel,
l'opacité ou l'omerta qu'il y a dans la gestion de la chose publique est un facteur ou un élément essentiel du fonctionnement de l'État. Prenons un exemple simple dans la gestion de la fortune publique. Il y a un article 33 de la Constitution qui demande à tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, avant d'entrer en fonction, de déclarer leurs biens. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est jamais fait. De quelle transparence va-t-on parler? Article 66. Ah, 66. C'est la Constitution. Oui, 66. De quelle transparence parle-t-on? Quel est l'organe qui nous dit de manière continuelle l'état de l'emploi, l'évolution de l'emploi au Cameroun? On a essayé de faire quelque chose qui semblait transparent avec la Covid, en nous faisant un up-to-date sur le nombre de cas, le nombre de décès. Mais dans les autres domaines, où est-ce qu'on en est? D'accord? Quelle transparence y a-t-il dans la gestion des cas de justice? On a des ministres qui sont embastillés depuis des années. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas jugés. On a encore le cas du ministre Languena Ono qui s'indignait d'être embastillé et de n'avoir pas un dénouement de sa situation, qui décrit le mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire. Alors il faudrait bien que... Nous sommes aux propositions recommandations. Mais oui, nous sommes aux propositions recommandations. Tout ça, c'est pour vous dire que faire les propositions ici, c'est comme demander au régime de partir. Parce que vous enlevez un maillon essentiel de son fonctionnement. Pourquoi on a tout un rapport de la Chambre des comptes qui établit que tel et tel se sont rendus coupables de malversation, mais continuent à rester en fonction, on continue à leur confier notre fortune publique, pendant que d'autres, pour les mêmes faits, se retrouvent en prison. Est-ce que c'est de la transparence? Est-ce que c'est de l'équité? Moi, je veux bien que l'on puisse venir dire ce qu'on veut dire. Hein? Et c'est pour ça que quand je vais vous dire que vraiment, j'ai du mal avec certaines sorties, il faut que les gens nous disent ce qu'il se passe dans notre pays. Hein? Les élections et les CAM, les gens se sont inscrits. Quelle est l'évolution des inscrits? Nous tous on décrit en 2017, on avait à la dernière élection en 2018, on avait sensiblement presque le même nombre d'inscrits différents d'1 million. Mais avec toutes les actions que les organismes, les organisations de la société civile, les partis politiques ont menées pour booster l'inscription sur les listes électorales, et les CAM nous dit que c'est ça. Mais en même temps, nous, quand on trouve que ce n'est pas ça, parce qu'il y a des problèmes, mais infrastructurels, mais qui sont criards. Les machines sont en panne un peu de partout dans le monde. Et on veut nous faire croire que les inscriptions, ça marche. Alors, quelle est cette transparence-là qui n'opère pas? Moi, si je vous demande les chiffres, quels sont les chiffres du chômage, par exemple, qui vous les donne? L'INS. Oui, non, l'INS vous les donne quand, comment? Le dernier remonte à 2015. Mais voilà, pour dire que quand on parle de transparence, quand on parle de transparence du PITA, ça doit être quelque chose qui meuble notre quotidien. Parce que c'est le fil rouge. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge qui nous indique l'impact des politiques sur tel ou tel autre domaine. Sur le plan de la santé, tous ces éléments-là. Il faut attendre parfois les discours du chef de l'État qui vous sort un chiffre qu'on ne peut pas justifier. Il faut simplement croire parce que c'est le chef de l'État et on prend ça comme ça. Donc là, nous on pense que dans une république qui se fait sérieuse, il faudrait que les hommes, les responsables, mais portent leur cause. D'abord parce qu'il s'agit de leur engagement personnel. Ils reçoivent les subsides de l'État et en retour, ils doivent rendre compte à la nation. Nous, c'est cet État-là que l'on veut bâtir avec le projet PCRN, en demandant aux uns aux autres, mais de comprendre qu'il y a une autre vision de l'État. Le RDPC n'est pas capable de cela. Il y a toujours cette partie de l'omerta qu'on veut cacher, et c'est là où se jouent certains enjeux où il n'est pas bien que tout le monde sache. Sur les propositions et recommandations pour renforcer la transparence et améliorer la démocratie dans notre pays. À mon avis, les choses pourraient être plus faciles, plus simples. Il faut que l'administration camerounaise
arrête d'être frileuse. Quand on parle d'encadrer une manifestation, il ne faut pas seulement l'encadrer sur le plan de l'autoriser ou l'interdire. On peut aussi l'encadrer avec les forces de défense qui encadrent la manifestation tout au long, comme on fait dans certains autres pays. Cela permettra, en cas de doute, que les partis soupçonnés de vandalisme potentiel soient bien encadrés. Et s'il y a des groupes d'adversaires qui voudraient venir s'aimer le trouble, ou alors disperser cette manifestation, que les forces de l'ordre les tiennent à distance. Pourvu que chaque parti, bien encadré, et c'est là où moi j'accepte l'encadrement, bien encadré par ces forces qui sont payées par nos impôts, bien encadrés, puissent délivrer leur message. Parce qu'en fait, le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est que on interdit seulement les manifestations, on ne les encadre pas. On les interdit, alors que si on les encadre, chaque parti pourra donc se déployer, encadrer et délivrer son message afin que tous les différents sons de cloche soient entendus par le peuple camerounais qui est souverain. J'insiste là-dessus. Parce que c'est ce peuple qui doit savoir de ce que chaque parti politique présente et ce qu'il peut tirer du parti politique. Mais lorsque on est dans un système où on interdit seulement, j'ai un problème. Première chose. Deuxième chose, on peut avoir les résultats des élections plus rapidement que ce qu'on a observé jusqu'aujourd'hui. Parce que le Cameroun se vante d'avoir l'IAI sur place. Excusez-moi, je ne suis pas passé au service marketing. Mais à quoi servent donc ces gars qui sont formés depuis des décennies, qui peuvent travailler dans les 360 arrondissements du Cameroun et qui peuvent nous remonter les résultats des élections en temps et en heure? Moi, j'ai vu un pays frère, en 24 heures, on avait un résultat. Est-ce que c'est une impossibilité au Cameroun? Je dis non. Mais le Cameroun, l'administration camerounaise doit prendre ses responsabilités afin que on évite les crises et les litiges post-électoraux. Parce que ces crises et ces litiges post-électoraux découlent très souvent des suspicions. Des suspicions parce qu'on se dit que pendant les 3 semaines ou 4 semaines que les résultats ont traîné entre Mulundu et Yaoundé, il y a eu des tripatouillages. Si on évite les suspicions de tripatouillage, si on utilise nos TIC à bon escient, nous aurons certainement plus d'apaisement dans le pays parce qu'on saura que les résultats sont sortis à temps et qu'il n'y a pas eu moyen de les tripatouiller. Voilà les 2 recommandations que moi je peux donner. Mathieu. Bon, les recommandations pour avoir une administration, n'est-ce pas, qui permettra d'avoir un meilleur contexte démocratique dans le pays. D'abord, il faut une séparation réelle des pouvoirs. Il faut que l'exécutif ne soit pas véritablement en train de commander tous les autres pouvoirs, c'est-à-dire que le législatif et le judiciaire. Donc, il faut une réelle séparation de pouvoirs et que le président de la République sache véritablement quelles sont ses prérogatives, que l'Assemblée nationale, le législatif, le Sénat, véritablement s'occupe de ce qu'il a en droit de faire et que la justice se charge véritablement de rendre justice au nom du peuple. Donc, tant que cela n'est pas le cas, tant que la justice va rendre justice au nom de monsieur le président de la République ou alors au nom du ministre de l'administration territoriale,
nous aurons toujours des problèmes avec la démocratie dans ce pays. Et aussi, il faut, nous, au SDF, nous avons proposé, n'est-ce pas, un fédéralisme qui permettra véritablement que le pouvoir revienne à la base et que l'administration soit plus proche des administrés. L'administration locale. L'administration locale soit plus proche des administrés et que toute cette administration, le judiciaire, ainsi de suite, n'est-ce pas, rende véritablement service... Avec les barreaux locaux, par exemple, au niveau de la justice? Non, pas forcément avoir les barreaux locaux, mais quand le peuple est plus proche de la justice et que peut mieux influencer cette justice, peut mieux la contrôler, lorsque elle est dite à Yaoundé et qu'elle influence le citoyen qui est jusqu'à, je ne sais pas, à Molondou et qui ne peut pas véritablement intervenir pour demander à ce que sa justice soit rétablie, vous voyez qu'il y a un problème. Alors que si c'est le tribunal est ici, je prends un cas ici en Dokoti, et que la décision qui est prise influence directement les citoyens qui sont dans les environs, vous voyez qu'il est plus facile de venir assister au procès et soutenir soit les avocats qui vont défendre une cause. Ce qui n'est pas le cas lorsque, pour rendre justice à Yaoundé, toute la Cour suprême est militarisée et que les décisions sont prises à 2 heures du matin pour permettre que les gens ne soient pas éveillés dans tout le territoire national et que vous vous réveillez à 7 heures en ayant déjà le verdict qui a été prononcé. Vous comprenez que là, ça pose problème, ça pose problème à la démocratie. Parce que si vous rendez justice au nom du peuple, pourquoi donner les résultats d'une élection, attendre que les gens s'endorment pour la donner à 3 heures du matin, alors que personne, tout le monde, les gens sont épuisés, tout simplement parce qu'on veut éviter un certain nombre de débordements, un certain nombre de revendications. Et donc, il y a aussi, après la décentralisation, il y a maintenant, pour ce qui concerne, parce que pour nous, rapprocher l'administration auprès des administrés est véritablement important, que ce soit une administration sur le plan électoral ou tous les autres types d'administration, n'est-ce pas, territoriale, hospitalière, ainsi de suite, c'est important pour nous. Et cette école-là qui, depuis fort longtemps, ne nous rend pas grand service au niveau de l'administration, l'ENAM, doit être supprimée. Et toutes les formations qui y sont données doivent être redistribuées dans les facultés et que chaque ville, chaque commune, n'est-ce pas, se charge de constituer son administration en recrutant dans les différentes écoles qui naîtront du fait de la décentralisation. Donc je pense qu'en ce moment-là, la démocratie sera mieux servie dans notre pays et les citoyens seront très heureux, n'est-ce pas, de se lever un dimanche, aller élire leur maire et d'avoir le résultat le lundi qui suit. Parce que l'administration s'est rapprochée d'eux et les résultats se donnent là au niveau de la commune. Donc voilà ce qu'on peut faire pour rendre service véritablement à la démocratie dans ce pays. Et aussi au niveau du sommet de l'État, n'est-ce pas, lorsqu'on aura un organe électoral qui véritablement sera plus consensuel, parce que celui-ci est le résultat, n'est-ce pas, on nous dit d'un rapport de force, que la politique, c'est le rapport de force. Il y a quelqu'un qui a dit que la politique, ce n'est pas le voix bébé. Ça veut dire que si nous sommes forts, nous vous imposons, n'est-ce pas, notre vision des choses. Voilà, notre vision des choses, ce qu'ils appellent le résultat de leur majorité. Ils ont la majorité dans toutes les institutions, alors ils peuvent nous imposer tout, notamment ce code électoral. Mais nous pensons que pour rendre service à la démocratie, il faut un code électoral qui soit plus consensuel, avec un bulletin unique, n'est-ce pas, et qu'on n'aura pas à vivre les spectacles que nous observons dans les bureaux. Je pense que M. Meka ne peut pas me contredire, où on demande à un électeur de revenir avec le bulletin de vote du SDF moyennant 5 000 francs. Ça, ce sont des choses que même Meka a déjà eu à vivre et je pense qu'il va décrire ça tout à l'heure. Donc, ce sont des réalités, des choses qui doivent changer. André Luther. Non, naturellement, moi je vais vous dire ce qui a été fait, parce que je ne fais pas partie de ceux qui critiquent. Moi je pense qu'il y a des choses qui ont été faites dans notre pays. Et je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, il y a l'accès à l'information. Les Camerounais
sont informés de ce qui se fait dans leur administration, notamment avec les points de presse des ministères, avec, n'est-ce pas, les conférences de presse, avec notamment des notes d'information et des communiqués qui sont faits à l'encontre, n'est-ce pas, des usagers. Et je crois aujourd'hui qu'il y a une célérité dans le traitement, n'est-ce pas, des dossiers, notamment des dossiers, n'est-ce pas, des usagers. Et j'ai parlé tout à l'heure de la dématérialisation. Il y a une simplification des procédures et de la paperasse. Et je crois aussi qu'il y a aussi un rapprochement, n'est-ce pas, de l'administré vers l'administration à travers la décentralisation. Et cette décentralisation-là, il y a un transfert de compétences, transfert d'activités, mais aussi transfert de pouvoir. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, des transferts de moyens qui sont donnés déjà aux communes aujourd'hui pour faire les routes. Il y a des transferts, n'est-ce pas, de moyens par rapport à beaucoup d'autres activités. Et aujourd'hui, il y a aussi une décentralisation sur le plan politique, notamment avec, vous pouvez voir aujourd'hui, il y a les sénateurs, il y a les conseillers régionaux, il y a le conseil régional, il y a les maires de ville qui, notamment, s'occupent, n'est-ce pas, du développement au niveau, n'est-ce pas, des régions, au niveau des villes. Donc je crois que l'État camerounais fait des efforts pour que l'administration camerounaise puisse fonctionner et puisse faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, des services. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne la santé, il y a, n'est-ce pas, des subventions qui sont faites. En ce qui concerne la santé des Camerounais, vous savez déjà aujourd'hui que la dialyse coûte déjà 6 000 francs. Je tiens à rappeler que si l'État ne subventionne pas la dialyse, c'est 100 000 francs. Donc l'État subventionne à près de 95%. En ce qui concerne l'éducation des Camerounais, il faudrait dire que l'État a, n'est-ce pas, percé la symptote, parce qu'on peut compter près de 1100 lycées, près de 1200 collèges et près de 11 universités. Et le taux d'alphabétisation va à 78%, notamment 80%. Et il faut aussi le dire, c'est important de le dire, que la moyenne de subvention, notamment dans les écoles, c'est près de 2 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre école privée, on vous donne l'argent. L'État vous appuie, vous donne l'argent pour pouvoir former les Camerounais. Où ça? Vous n'êtes pas informé? Non, mais je ne suis pas informé. Je pose dans la question. C'est grave pour le PC. Non, je pose dans la question. Quand on ne sait pas, Albert, c'est moi qui pose la question. Bon, je vais donc vous informer. Je vais donc vous informer. Vous allez m'informer, mais... En ce qui concerne l'école primaire, il y a en moyenne 2 milliards qui a été sorti pour subventionner, n'est-ce pas, les écoles privées. Les perspectives d'amélioration de l'administration... en démocratie, bon, et puis peut-être un appel à des actions concrètes. Non, les perspectives d'amélioration partent d'abord d'une véritable volonté politique d'assainir le cadre du fonctionnement de nos administrations. Parce que tout ce qu'on peut dire là, on va dire il faut faire telle chose. Revenons sur le basique. Quelle est la situation de notre état civil quand les gens n'arrivent pas à être identifiés? Quand vous allez à une banque avec un récépissé qui n'est pas, qu'on ne sait pas, est-ce que c'est ça, est-ce que ce n'est pas ça? Je pense qu'il faut d'abord se prendre au sérieux. C'est pour ça que moi j'ai du mal à vous dire que telle solution ou telle solution. Parce que quoi qu'on fasse dans ce contexte-ci, on est foutu. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique qui se matérialise, par la... Il faut gérer la question de l'état civil. Nous sommes combien? Quelle est la situation du chômage? Maintenant, que les objectifs donnés aux différents départements ministères soient clairs, connus, évaluables. Et à la fin du mois, on peut dire qui a atteint ces objectifs et qui n'a pas atteint. Mais les objectifs des ministères sont connus, non? Non, les objectifs sont connus, c'est les objectifs généraux. Je veux dire que le contexte nous impose une évolution, mais je veux dire contextuelle des situations. D'accord. Aujourd'hui, on a une crise énergétique qui n'en finit pas. Le problème, mais oui, la SND 30, mais on se demande bien où est-ce qu'on en est. Qui fait le point sur la SND 30? C'est de ça qu'on parle. Il faut qu'il y ait une véritable politique qui, comme on dit, qui met
au-devant l'action gouvernementale et qui la justifie. Et il faut qu'il y ait des éléments, comment on dit, il faut qu'il y ait des éléments, mais indiscutables. Parce que quand on va parler de l'amélioration du système sanitaire, combien étaient malades, combien sont guéris, on est même d'abord combien? Qu'est-ce qu'on envisage pour la suite? On va parler de les routes, quel est l'état de nos routes? On a des chiffres qui sortent comme ça là, on ne comprend rien. La consommation même du budget est problématique. Et moi, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas négliger. Il parlait de l'information, il faut l'accès à l'information. Les gens de Yaoundé, les personnes vivant à Yaoundé, d'accord, ont parfois des informations qui ont du mal à arriver dans les régions. Moi, je vis à Yaoundé, je n'ai pas ces informations. Oui, non, peut-être. C'est donc ça pose donc encore le problème de l'accessibilité à l'information. Donc, on peut dire que les cadres, d'accord, d'information, excusez, la gestion de votre pays. Donc, les cadres d'information ne sont pas harmonisés à cause d'un système qui est encore central. C'est pour cela que pour nous, l'avènement de la décentralisation, c'était un début, mais ils se sont montrés incapables de la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on en est encore là. Donc, les solutions, il peut en avoir. Sur le plan électoral, il y en a. C'est-à-dire que si, comment on dit, si on peut identifier les gens chez Orange en 5 minutes, et on vous identifie pour toute la vie, je pense que l'État du Cameroun a les moyens de résoudre ce problème. Il n'a pas la volonté. Mais il n'y a pas la volonté. C'est pour cela qu'à la base, il faut que cette base. C'est pour ça que je dis, quand on va mettre, même si on fait, mais c'est pas bloquant. C'est bloquant. Non, c'est pas bloquant. C'est, comment on dit, c'est un aléa, mais surmontable. C'est des logiciels, ça rejette. Mais c'est vous qui, c'est l'homme qui monte les logiciels, monsieur Luther. Si c'est là où vous bloquez, ça montre encore qu'il y a un vrai problème avec vous. Si c'est le problème, c'est double identité. Parce que si moi je fais quelque chose ici, on peut m'envoyer quelqu'un là de suite pour dire qu'il est là-bas, il fait n'importe quoi. Alors si c'est la double identité qui fait en sorte que ma carte ne sorte pas, on peut me convoquer dans le jour même en disant on traite votre cas, voici le problème qu'on a. Mais on n'a justement pas l'information. Oui, exactement. On n'a donc pas l'information sur notre situation et on reste sans. Et on est sans carte depuis 3 ans. Ça fait 5 ans. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on est mariés. C'est pour ça que je dis au fond, il faut une véritable volonté politique. Les solutions, il y en a. Maintenant. 40 ans après, depuis 5 ans. Vous allez terminer avec vos perspectives d'amélioration de l'administration en démocratie au Cameroun. Le temps pour moi, je dis quand même que tous ceux qui n'ont pas le CNI ne sont pas forcément en difficulté sur le plan de leur double identité. Donc il y a certainement des problèmes. Comment? Il faudrait encore une étude pour ça, parce que les informations que nous avons eues, c'est naturellement le problème de double identité. Non, pas les faits. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Le terme. Nous avons des faits qui montrent que tous ceux qui n'ont pas reçu leur CNI, ce n'est pas toujours du fait d'une double identité. Il y a d'autres raisons certainement, mais pas forcément. Vous avez les raisons? Comment? Vous avez ces autres raisons? Il y a des raisons, évidemment. Moussinga, on va terminer par là. Perspective d'amélioration. Ce n'est pas le thème de l'administration en démocratie au Cameroun. En démocratie, parce qu'il faut que nous allons dans tous les sens, restons en démocratie. Et je vais rester donc en démocratie. Justement, je reprends l'avis de mon jeune copanéliste du PCRN. Il faut que le fichier civil soit clair. Et pour qu'il soit clair, il faut tout simplement que le Cameroun, qui a les moyens de le faire, informatise le système civil. L'état civil. Ce n'est pas compliqué. Nous avons les moyens. Si nous avons des Camerounais qui détournent des centaines de milliards à longueur du jour, à longueur de journée. À longueur du jour. C'est pas excessif, ça? Bon, je préfère être excessif. C'est très excessif. Qui détourne des milliards régulièrement. On peut donc... Ils sont nombreux pour Ils sont très nombreux. Le minimum qu'on détourne au Cameroun aujourd'hui, c'est le milliard. Si donc on peut juguler ce détournement, ce vol de deniers publics,
et les utiliser à bon escient, prioritairement dans l'état civil et dans l'équipement de toutes les 360 arrondissements en TIC afin que de manière instantanée, qu'on ait l'information de chaque petit arrondissement en temps et en heure où qu'on se trouve au Cameroun. Ça permettra à la démocratie d'avancer. Et lorsque la démocratie aura avancé, nous aurons une Assemblée nationale qui pourra donc légiférer sans contrainte. Nous pourrons avoir une Assemblée nationale où on fera des propositions de loi que eux-mêmes discuteront. Ils n'attendront plus les propositions de loi de l'exécutif. Les projets de loi de l'exécutif. Mais il faut qu'on arrive à un niveau, et j'espère qu'on y arrivera, où le Camerounais et l'administrateur camerounais, l'agent de l'administration camerounais, sont conscients de ce que ce pays nous appartient tous et que son développement dépend de nous. Et pour qu'on puisse bien développer, il faut qu'il y ait un maximum de transparence dans toutes nos activités afin que la confiance régnant, que les crises s'amenuisent. Donc, il faut rétablir cette confiance entre les Camerounais. On n'aura pas, les jeunes délinquants qui vous attendent au coin de la rue parce que l'administration a été suffisamment laxiste pour laisser pénétrer des drogues de tout genre qui les détournent même de leurs responsabilités. Parce que lorsqu'un jeune de 21 ans, puisqu'au Cameroun on a 3 majorités, lorsqu'un jeune de 21 ans qui a sa majorité civile est un drogué patenté, on attend quoi de lui? Qu'est-ce qu'il apportera au Cameroun? Merci à vous, messieurs. André Luther Meka, Albert Ebongé, Moussinga Mambapé et puis Mathurin Biol d'être venus au débrief de cette autre thématique ce soir, au détour d'une actualité plutôt récente, mais qui nous a permis d'aller bien au-delà. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. À mardi.